Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien, ça va très bien. Écoute, merci beaucoup d'accepter notre invitation à Absalo. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, donc aujourd'hui, on voulait vraiment parler avec toi et découvrir qui tu es, apprendre à te connaître. Et peut-être beaucoup ne le savent pas, mais tu es médecin en plus d'être rappeur. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, nous dire qu'est-ce que tu fais, peut-être en plus d'être rappeur et médecin? Je sais que tu as beaucoup d'autres casquettes. Est-ce que tu Ouais. peux nous présenter en quelques mots? Ouais, écoute, voilà, donc moi c'est Mike, je suis médecin généraliste depuis 2016, donc ça fait 5 ans maintenant. J'ai fini ma médecine en 2014. Là maintenant je suis installé en tant que médecin généraliste, j'ai un cabinet avec un autre médecin qu'on partage, on reçoit les patients en consultation, on fait les visites à domicile. Je travaille aussi beaucoup dans les maisons de repos. Donc ça, c'est ce qui occupe la grosse partie de ma semaine. Je suis artiste aussi, rappeur, gospel. Moi-même, j'écris beaucoup et j'harmonise aussi les voix. Donc tout ce qui est rap, gospel, c'est vraiment le domaine que je préfère dans l'artistique. Et puis en dehors de ça, je suis papa. J'ai 3 enfants, marié, donc une femme, ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et disons, c'est surtout ça, quoi. Puis à l'église aussi, je suis impliqué dans une église à Mons. Et là-dedans, je travaille plus dans un département qui s'occupe plus de tout ce qui est social. Donc l'aide un peu dans les gens de l'église et de l'extérieur. Donc c'est en gros ce que je fais. Et du coup, la première question qui me vient, Mike, c'est comment tu arrives à gérer tout ça? T'as 48 heures par jour ou comment ça se passe? Bah, écoute, c'est la question que moi-même je me pose parfois, tu vois, comment je fais pour gérer un peu tout ça. Mais c'est pas simple, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande de faire des choix, ça demande de bien connaître son propre rythme pour savoir à quel moment je dois faire telle chose, à quel moment je dois réfléchir sur telle chose. Donc c'est pas facile, mais quand je regarde un peu en arrière, je vois que j'ai toujours été un peu quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps. Donc depuis l'école secondaire, en fait, j'avais toujours 3 entraînements de basket la semaine. Parce que tu es basketteur en plus. Voilà, ancien Et podcasteur. Podcasteur C'est aussi. ça, tu l'as pas dit. Podcasteur, j'ai oublié. Ça aussi. Mais ancien Il y a d'autres basketteur. choses que tu n'as pas entendues, c'est ça? Non, mais en fait, le basket, malheureusement, j'ai plus trop le temps. J'ai plus trop le temps de m'investir là-dedans. À mon grand regret, parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. À haut niveau? Ouais, j'ai joué jusqu'en D2 hein, en Belgique. Bon, je sais pas si c'est un haut niveau, vu que le niveau de la Belgique est pas top, mais bon, voilà, j'ai quand même joué à un niveau national presque. Maintenant, c'est plus le sport de maison, on va dire. Hein, donc le footing, on essaie de faire un peu des abdos, des pompes à la maison. Gérer les enfants, ça c'est un vrai sport. Ça c'est un vrai sport aussi. Et donc, ouais, c'est un peu ça. Le podcast, hein, comme tu l'as dit aussi, c'est un nouveau podcast que j'ai lancé, Zone Shining, une fois par semaine. Mais en fait, c'est beaucoup une question de se connaître, en fait, tu vois, et savoir à quoi je dois dire oui, à quoi je dois dire non, à quel moment je dois faire telle chose, à quel moment je peux pas faire telle chose, essayer de cibler un peu les priorités. J'ai une femme aussi qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, à la fois pour les enfants, pour la médecine, elle m'aide aussi dans le côté administratif, pour ma musique aussi. Donc je suis pas vraiment tout seul, on est à 2 là-dessus, donc ça aide beaucoup. Ouais, ça aide beaucoup. Du coup, donc parlons de ton dernier projet plutôt. Ouais. Zone Shining. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Zone Shining, en fait, si tu veux, ça avait commencé en 2008, je crois. J'avais une émission sur une radio qui s'appelle Phare FM. C'est une radio chrétienne qui émet dans la région de Mons, en FM, et qui est aussi sur le web, où en fait, ils avaient une émission d'1 heure, en fait, que j'avais appelée la Zone Shining. À la base, c'était surtout une émission musicale où je faisais découvrir des nouveaux morceaux. Et à la fin, il y avait un quart d'heure où j'avais un artiste que j'interviewais. Poser des questions. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette démarche de faire des interviews, en fait, apprendre à découvrir la personne, qu'il explique un peu ses projets, etc. Et moi-même, en fait, de manière générale, quand je vais sur YouTube, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est écouter les interviews. Regarder les interviews sur différents sujets. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de refaire ça et de refaire un podcast où je vais de nouveau interviewer des gens. Et je réfléchissais un peu à comment mettre ça en place, quelle serait l'idée derrière. Et je me suis dit que l'idée que j'aimerais bien mettre en place derrière, c'était faire découvrir des personnes qui avaient un parcours un peu atypique, un parcours un peu particulier, dans le but en fait d'inspirer d'autres personnes aussi, qui se posent soit des questions par rapport à leur chemin, à leur vocation, à leur vie, qui sont déjà dans un domaine mais qui savent pas encore bien comment briller dans ce domaine-là. Je me suis dit, on va interviewer des personnes qui ont déjà fait une partie du chemin, leur poser des questions pour que ça puisse aider et inspirer d'autres personnes. Et donc, je le fais ça sous forme d'interview de 1 heure en live,
Idéalement, j'aurais voulu le faire en présentiel, mais bon, le contexte Covid m'oblige à le faire un peu à distance en webcam. Mais j'aimerais vraiment faire ça en mode vraiment présentiel, quoi. Donc ça dure 1 heure, tous les jeudis à 20h, et les gens peuvent poser des questions aussi directement dans le chat YouTube. Wow. En tout cas, c'est très intéressant. Je recommande à tout le monde d'aller voir sur ta chaîne cette émission Zone Shining. Tu invites des gens de plusieurs milieux. Ouais. Et moi, le point commun que je retiens, c'est vraiment les gens qui brillent, qui shine. C'est ça. Et c'est peut-être d'où le nom aussi, Zone Shining. Aussi. Et d'ailleurs, justement, parle-nous de ce nom Shining, parce que c'est vrai que Dr Shining, d'où te vient ce... Shining, en fait, c'est... j'ai eu l'idée en lisant un texte de la Bible dans Matthieu 5. Ouais. C'est un passage où, dans une des sections de ce chapitre, Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la cacher, enfin je paraphrase un peu, mais au contraire on la met à un endroit où tous ceux qui vont rentrer dans la pièce vont voir la lumière. Et en fait, cette parole elle a vraiment résonné en moi parce qu'à l'époque j'avais une foi en Dieu, je croyais en Dieu déjà, mais c'était une foi très privée, très secrète, très personnelle en fait. Donc c'était juste moi et Dieu et j'étais content comme ça en fait. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait tout un niveau en fait de foi que j'explorais pas. C'était le côté témoignage, le côté public en fait, et que la foi n'est pas uniquement privée, elle est publique aussi, et que on peut pas cacher cette foi, on peut pas se contenter simplement d'une foi juste personnelle quoi. Et donc ça m'a vraiment fait tilt à ce moment-là, et je me suis dit ok, il faut plus que je vive ma foi comme ça. Je peux plus vivre ma foi tout seul. Il faut en fait que je vive ma foi aussi pour les autres. Et donc c'est de là que je me suis donné ce pseudonyme Shining, donc celui qui brille, pour me rappeler en fait que ma foi elle n'est pas uniquement là pour moi, mais elle est là pour les autres aussi. Et puis être la lumière du monde, briller dans son domaine, exceller, je pense que c'est des choses qui permettent aussi que les gens puissent voir aussi la foi qui est en toi. Et tu le portes très bien. J'essaie. J'ai une question, tu as parlé à l'instant du Covid, du contexte dans lequel nous sommes encore, ça fait déjà plus d'1 an maintenant. Ouais. Nous avons déjà une grâce que tu es médecin, donc tu maîtrises peut-être plus que la moyenne des gens ce qui se passe. Comment est-ce qu'en tant que médecin aussi, tu arrives peut-être à rassurer les gens parce que tu as une foi par rapport à tout ce contexte? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup perdu du travail, peut-être perdu des proches. Quelle est ton analyse, toi, en tant que chrétien, mais aussi en tant que médecin, de tout ce qui se passe et de peut-être aussi comment en sortir, au fait? Je ne sais pas si tu as une solution miracle, mais en tout cas, comment tu vois tout ça? Ouais, en tant que médecin, je pense que ce qu'il faut, c'est être honnête avec les gens. Tu vois, c'est dire aux gens, écoute, il y a ça qu'on sait et il y a ça qu'on ne sait pas. Mais dans tout ce qu'on sait, on va tout faire pour vous aider et pour vous rassurer, pour vous soigner avec les moyens qui sont les nôtres. On va tout faire pour que vous puissiez être le mieux pris en charge possible, répondre à vos questions, donc être vraiment le plus disponible possible. Et ça, je me rends compte que ça fait déjà beaucoup. Parce qu'en fait, beaucoup de gens n'ont pas forcément besoin d'avoir des réponses précises à leurs questions, mais ils ont besoin d'être rassurés. Et moi, le retour que j'ai beaucoup des gens, c'est qu'ils me disent « mais à la télé, on nous dit ça, on nous dit ça ». Et ce sont souvent des informations qui sont très, très anxiogènes. Les gens viennent avec la peur, en fait. Oui, j'entends que les cas remontent, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Et puis toi, tu parles en tant que professionnel en disant voilà pourquoi les cas remontent, voilà ce qui est en train de se passer. Et rien que ça, en fait, ça permet aux gens de comprendre, en fait, ce qu'ils sont en train de vivre. Et tu sors un peu les gens de toute une série de contre-vérités qu'ils entendent. Donc ça, c'est vraiment mon rôle à moi en tant que médecin, en tant que professionnel de la santé qui connaît le contexte. Maintenant, plus en tant que chrétien, moi, je pense que c'est un peu ce qu'on doit faire dans toutes les épreuves, en fait. C'est montrer, en fait, que on peut être impuissant dans une épreuve. L'épreuve n'est pas forcément la fin. On doit regarder au-delà de l'épreuve et qu'on doit toujours garder l'espoir au-delà de l'épreuve, qu'on ne doit pas arrêter nos yeux à cette épreuve-là. Donc voilà, je prêche pas dans mes consultations. Moi, je suis pas en train d'apporter des prédications quand je consulte. Mais le fait de vivre ça et de le savoir, d'en être sûr, ça te donne déjà un discours différent quand tu vas parler aux gens. Donc au lieu de sombrer un peu dans ce discours défaitiste et ce discours totalement négatif, tu peux apporter une touche de positif, pas parce que tu es un illuminé, mais parce que tu sais qu'au final, il y a quand même quelqu'un qui est au contrôle de cette situation et que le cas Covid n'échappe pas à la main de Dieu. Donc finalement, ça te permet d'être confiant de toi-même et cette confiance, les gens la ressentent aussi.
Et justement, tu rassures les gens parce que tu es médecin, c'est ton travail. Mais en tant que chrétien aussi qui connaît qu'en fait, il y a une main invisible en fait, qui peut guérir les gens et tout, est-ce que, par exemple, ta foi, parfois, peut être en contradiction avec ce que tu vois dans le métier, parce que tu es un scientifique, tu es un médecin par définition, donc tu fais de la science. Est-ce que parfois, ça peut être en contradiction, cette foi-là que tu as en tant que chrétien et ton travail de scientifique, de médecin? Ben, écoute, moi, depuis que j'ai commencé mes études, c'est une je veux pas dire une crainte, mais c'était un questionnement que j'avais. Je me demandais, tiens, est-ce que je vais rencontrer des choses qui contredisent ma foi, finalement, et comment je vais réagir à ça par rapport à tout ce que mes professeurs vont me dire, par rapport à ce que moi je vais voir aussi dans ma profession. Et en fait, je me rends compte que c'est l'inverse. Plus j'avance, plus en fait, ma foi est confirmée par la science. Et donc, toutes les données scientifiques, tout ce que j'ai appris à l'école, à l'université, me donne encore plus de raisons de croire que je suis dans la vérité, en fait. Parce que quand j'étudie le corps humain, par exemple, je me dis, mais il doit y avoir un architecte derrière tout ça, c'est pas possible. Comment c'est trop complexe pour... Trop complexe et trop bien faite, tu vois, pour qu'on puisse simplement se dire, écoute, c'est comme ça. C'est un primate et puis c'est tout. Ouais, on te dit, écoute, c'est comme ça. Entre guillemets, faut pas réfléchir, c'est comme ça. Ouais. Non, c'est pas possible, tu peux pas dire c'est comme ça. Quand tu vois comment c'est fait, tu vois, ça te fait poser des questions. Et donc moi, ça m'interpelle beaucoup et ça renforce ma foi, au contraire, tu vois. Ouais. Donc plus j'avance aussi, plus je me rends compte que c'est le cas. Et maintenant que je travaille aussi, je me rends compte que en fait, les gens ne sont pas que physique, tu vois. On n'est pas que matière. Les gens ont besoin de plus, les gens ont besoin de sens aussi. Et donc même dans mon métier scientifique, qui est quand même à grande prédominance athée ici en Europe, je me rends compte que les gens ont besoin de sens, les gens ont besoin de réponses plus profondes que simplement les réponses que la science peut apporter. Et c'est là que ma foi intervient et me renforce dans le fait que, ouais, je pense qu'effectivement Dieu existe. Je pense qu'on a l'impression en fait que les gens sont moins spirituels maintenant et sont moins désintéressés par rapport à ces questions-là. Mais en fait, c'est faux. Les gens se posent toujours ces questions-là, les questions de sens, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, etc. Ce sont des questions que les gens se posent beaucoup. La différence, c'est qu'ils ne voient plus en l'Église l'endroit où trouver les réponses. Donc peut-être que c'est notre faute, hein. Peut-être que nous, en tant que chrétiens, on a un peu laissé ce rôle-là et on a oublié qu'on était là aussi pour répondre à ces questions-là. On s'est peut-être trop cantonné voilà, à notre communauté, à nous. Mais en fait, les gens ont ces questions-là, tu vois. Et donc, si nous, on sait comment répondre à ces questions-là, je pense que les gens reviendront à l'Église. Et justement, parce que je pense qu'on aura du mal maintenant à rester cantonné, puisque les églises sont fermées et nous sommes obligés d'être partout. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que tu nous as dit que tu fais l'œuvre de Dieu aussi dans le social et tout. Mais qu'est-ce que tu fais aussi dans le cadre privé aussi pour aider les gens à garder l'espoir dans ces périodes qui s'est quand même prolongée? Personne ne pensait que ça allait durer plus d'un an. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que, par exemple, dans tes émissions, est-ce qu'il y a une mission derrière, vraiment d'aider les gens à garder le moral? Parce que tu dis aussi qu'il y a ces problèmes-là de recherche de sens là maintenant. Est-ce que plus qu'avant, par exemple? Ouais, je pense que c'est plus qu'avant. Un des buts, tu l'as dit, hein, de la Zone Shining, c'est ça aussi, en fait. C'est de montrer aux gens qu'il n'y a pas que le Covid. Il faut aussi penser à autre chose. On est là aussi pour une mission. On est là pour un objectif à accomplir sur Terre. On doit réfléchir à ça. Et je pense que le fait simplement aussi tirer les gens un peu de cette ambiance un peu morose et les pousser à réfléchir à autre chose, c'est une manière aussi de les encourager. Maintenant, concrètement, par rapport au Covid même, l'encouragement se fait surtout avec mes patients, en fait. Ça prend quand même beaucoup de temps. Les journées se rallongent pour l'instant. Et donc, rien qu'avec mes patients, j'ai déjà assez de gens à encourager comme ça. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose que je fais en plus, si ce n'est la Zone Shining. On avait fait un concert de Noël aussi en live sur YouTube fin d'année passée. Et c'était aussi dans ce but-là, en fait, de pouvoir quand même donner aux gens l'occasion de penser à Noël, de faire un peu la fête de Noël, malgré le fait qu'on ne pouvait pas se voir en famille, etc. Donc, on essaie de trouver des circonstances pour continuer à encourager les gens. Ouais. Et on va parler maintenant plus de ton côté musical, parce que le soir, tu enlèves ta blouse et tu prends ta plume. D'abord, je couche les enfants et puis D'abord, tu couches les enfants et puis tu prends ta plume. Voilà. Il te reste beaucoup de temps pour écrire après ça? Beaucoup moins qu'avant. Et comment justement tu arrives à... Parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que tu as ton cabinet, c'est ça? Ouais.
Et comment est-ce que tu as pu garder le rythme? Parce que j'imagine que tu produisais plus musicalement avant que maintenant. Ouais. Comment tu as pu peut-être passer dans une transition où tu es vraiment médecin confirmé, mais tu continues à faire de la musique? Comment ça s'est fait? Comment cette transition s'est faite? Et où est-ce que tu en es maintenant musicalement? Ouais, en fait, si tu veux, la transition pour moi, elle s'est faite avant d'être médecin. Donc, si tu veux, en médecine, moi, j'étais dans le programme en 7 ans. Et donc, les 5 premières années, c'était beaucoup de cours. Et puis, les 2 dernières années, c'était beaucoup de stages. Et déjà, là, j'ai vu en fait que passer des cours au stage, c'était vraiment différent. Parce que les stages, ça prenait toute la journée. C'était épuisant. Et puis, il fallait encore étudier le soir pour les examens. Et donc, en fait, quand je suis devenu médecin, c'est comme si j'avais plus de temps qu'en stage, finalement, parce que une fois que je rentrais, je ne devais plus étudier. Donc, la période vraiment très difficile pour moi, ça a été quand j'étais en fin de mes études, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment dû mettre pas un stop, mais en tout cas ralentir très fortement mes activités. Là, ça reprend. Bon, entre-temps, il n'y avait plus les études, mais il y avait les enfants qui sont arrivés. Ça et madame aussi. Et madame aussi, tu vois, ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, c'est là que j'ai compris que pour moi, c'était plus qu'un passe-temps ou un hobby, c'est vraiment un appel, tu vois. Et donc, j'étais obligé, d'une manière ou d'une autre, de trouver du temps, tu vois, pour écrire, etc. La différence avec avant, c'est que maintenant, j'écris beaucoup plus dans mes temps de pause. Tu vois, donc le week-end et quand je prends des jours de congé, c'est à ce moment-là que je suis obligé d'écrire beaucoup. Et d'avancer beaucoup plus vite qu'avant, alors qu'avant c'était un peu un flux constant comme ça. C'était un peu tous les jours, un peu toutes les semaines où j'étais focalisé sur la musique. Là maintenant, en semaine, c'est plus trouver des idées, écouter, chercher des inspirations, etc. Mais le travail propre d'écriture, d'enregistrement, de clips, etc., je le fais vraiment dans les temps de pause en fait. Donc c'est un peu ça la transition que j'ai eue. Et est-ce que tu ressens que ta plume a changé ou l'a mûri avec le temps, le fait que tu sois devenu papa, que tu sois médecin, que tu es quand même, voilà, tu n'es plus un jeune rappeur comme on peut penser, voilà, qui fait son ego trip. T'es papa, t'es docteur et t'en es où maintenant? Ouais, en fait, c'est plus dans les thèmes, en fait. Tu vois, ça m'a poussé à aborder d'autres thèmes, en fait, que je développais pas avant, tu vois. Donc, le fait de travailler maintenant, par exemple, tu vois, et d'avoir un rapport avec l'argent qui est différent de celui que j'avais quand j'étais étudiant, bah, ça m'ouvre en fait d'autres réalités, d'autres questions aussi que les gens se posent, et ça me permet d'être en contact avec d'autres problèmes que les gens ont et peut-être d'y répondre mieux. Donc je pense que c'est plutôt au niveau des thèmes, tu vois, le fait d'être parent, ça change aussi complètement la vision que tu as de la vie et du futur et de ce que tu fais. Et donc ça te donne une perspective nouvelle un peu sur certains thèmes que tu avais déjà écrit avant, maintenant que tu vas revisiter, où ça t'ouvre différents thèmes, donc ça change énormément. Et quels sont les nouveaux projets? Qu'est-ce que tu as en tête là pour l'instant? Écoute, la Zone Shining, ça c'est le tout dernier, hein, comme tu l'as dit. J'espère vraiment que ce projet va prendre de l'ampleur, va grandir. Là pour l'instant, j'étais un peu dans une phase test. Je voulais un peu tester un peu le projet, voir un peu quelles étaient les réactions, comment moi je me sentais, comment les invités se ressentaient. Et les retours que j'ai eus sont très positifs jusqu'à présent. Donc je pense qu'on va continuer. J'ai encore beaucoup d'idées en tête pour développer la Zone Shining. Donc ça, on va beaucoup s'investir là-dedans. Et musicalement, il y a encore un projet qui devait sortir normalement l'année passée, un album qu'on n'a pas pu sortir avec le contexte Covid. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va le sortir. Dès qu'on pourra refaire des concerts, on va le sortir. Mais je suis peut-être même en train de me dire que même si on ne peut pas refaire des concerts cette année, peut-être je vais quand même le mettre en ligne pour qu'il sorte quand même. Et puis on fera les concerts par la suite, quoi. Justement, je pense qu'on est obligé d'en reparler parce que le Covid a beaucoup changé la façon dont les choses se font. Et là, tu avais prévu de sortir un album, tu ne l'as pas sorti parce que tu ne peux pas faire de concert de launch. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'à long terme, ça va vraiment casser l'industrie musicale déjà en Belgique, il n'était pas si grand au niveau gospel. Quelle est ton analyse sur ça? C'est vraiment très difficile de répondre à cette question et c'est difficile de savoir comment les gens vont se comporter dans l'ère post-Covid, tu vois. Les plus optimistes disent que, en fait, les gens auront tellement envie de se retrouver, de se revoir, qu'au contraire, il y aura un boost de tous ces événements-là et qu'il faut être prêt. Parce que quand ça va repartir directement, donc il faut déjà bien se préparer maintenant. Les plus pessimistes disent que les gens, maintenant, il y a certaines habitudes qui se sont installées. Ils veulent rester à la maison. Voilà, ils veulent rester à la maison. Télétravail. Voilà, exactement. Et que maintenant, on va devoir intégrer ça aussi dans la manière dont on fait nos concerts. Et donc, avoir peut-être des plus petits concerts, des concerts d'une 50aine de personnes,
mais qui sont diffusés et qui sont peut-être même payants en ligne ou gratuits en ligne, mais qu'il faudra réfléchir différemment. Moi, je pense que dans tous les cas, qu'on soit pessimiste ou optimiste, il y aura un changement. Ça, c'est sûr et certain. Lequel, moi, j'ai encore du mal à me positionner par rapport à ça. Et du coup, aussi, on a du mal à se préparer parce qu'on ne sait pas exactement. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Je pense qu'il faut faire un pari. Il faut se dire, je pense que ça va exploser. Ouais. Et donc, je me prépare, je mets les petits plats dans les grands. Ouais, très bien. Mais tu peux aussi avoir l'attitude négative, tu vois, en te disant, ben non, on va maintenant miser sur tout ce qui est online. Et en fait, dans les deux cas, je pense que j'ai l'impression que la vérité sera un peu au milieu. Ouais. Je pense que ce sera entre les deux. J'ai l'impression qu'il y a un certain type de population qui va rester chez soi et qui va vouloir regarder toujours les concerts chez soi. Et puis, il y a un autre type de population qui va vouloir se retrouver. Je pense qu'on verra peut-être plus à ce moment-là la différence de personnalité des gens. Disons que les gens qui étaient plutôt casaniers, plutôt chez eux, maintenant, ils auront une option qu'ils n'avaient pas avant. Ouais. Donc, ils vont en profiter. Mais ceux qui allaient en concert, ils viendront quand même. Je pense, ouais. Je pense qu'il y en a qui sont toujours fans de concerts, qui sont toujours fans de cinéma, qui vont toujours aller dans ce genre d'endroit. Donc, il n'y a rien qui remplace finalement l'atmosphère quand tu es sur place à un concert. Donc, je pense que ça va jamais disparaître. Maintenant, la proportion va changer. Dans quelle mesure, ça, c'est vraiment très difficile à dire. Est-ce qu'on aura encore des concerts du style quand tu avais fait la première partie de Lecrae en Belgique un bon souvenir? Ouais, ce serait bien qu'il y ait encore des concerts comme ça. Ce serait bien. Moi, je pense que certains artistes vont être tranquilles par rapport au concert parce qu'ils vont toujours amener des gens, tu vois. Donc, quelqu'un comme Lecrae, par exemple, ou un groupe comme Hillsong, s'ils disent qu'ils sont au concert, il y aura toujours des gens pour venir les voir de toute façon. Je pense que la différence, ça va plus être au niveau des artistes qui commencent, des petits artistes ou ceux qui sont moyens en termes de notoriété. Pour eux, c'est là que va être le vrai défi. Et puis, ça dépend de ton type de public aussi. Hein. Si tu as un public plutôt jeune, plutôt âgé, ça va dépendre. Il faudra bien jauger ton public et savoir à qui tu t'adresses, en fait. Ouais. Et le gospel belge, de manière générale, il a eu quand même beaucoup de mal à tenir dans je pense la plupart des artistes, à part toi et quelques autres que moi j'ai connus, qui étaient là depuis une dizaine d'années, très peu vraiment arrivent à faire 2-3 albums et à rester là, sur place. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'industrie ou est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce qui manque en fait au gospel belge pour le voir briller? Écoute, c'est une question compliquée hein, parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Je pense que c'est un ensemble d'éléments, tu vois. Moi, je peux te parler de mon expérience personnelle, tu vois. Il y a eu des moments où moi, j'avais envie d'arrêter, tu vois, parce que je me suis dit, c'est trop difficile. Et moi, dans mon cas, la difficulté, c'était les finances, par exemple. Tu vois, parce que pour beaucoup de gens, je pense, hein, la plupart des artistes nous disent ça. Pour beaucoup de gens, moi, quand j'ai commencé la musique, j'étais étudiant. Tu vois, donc ça veut dire que pour financer un album, un enregistrement, c'est quoi, minimum 1 500 €. Si tu veux précéder CD, tu rajoutes encore 1 000 €. Sans compter les clips. Sans compter les clips, tu vois. Tu veux encore louer des salles pour faire des concerts, avoir une bonne sono, etc. Ça grimpe vite, tu vois. Et quand tu es étudiant, 5 000 €, c'est une montagne, c'est énorme. Et donc, le retour sur investissement, il est nul, voire même négatif, tu vois. Moi, depuis que je fais de la musique, j'ai pas arrêté de perdre de l'argent, tu vois. Mais pourquoi tous les artistes, en tout cas ici en Belgique, nous disent la même chose? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Écoute, moi j'ai fait 0 bénéfice depuis que je fais de la musique, tu vois. Donc c'est vraiment une passion. C'est un appel, parce que si c'était pas Dieu, honnêtement, je pense que j'aurais déjà arrêté, tu vois. Mais c'est parce que je sens que Dieu veut que je le fasse, tu vois. Et Dieu me demande de le faire, il me dit, écoute, ça porte des fruits, donc fais-le, tu vois. Mais pour l'instant, c'est clairement un sacrifice, tu vois, de faire de la musique. Et je pense que... Le cabinet finance la musique, ça va être ça. Ouais, mais écoute, franchement, pour moi, c'est beaucoup plus facile maintenant que je travaille, tu vois, parce que grâce à mon travail, maintenant, j'ai une partie d'argent que je peux prendre de côté, au lieu de demander à X, Y, Z de me prêter de l'argent que je vais rendre après, et puis finalement que j'ai du mal à rendre, et puis... Enfin, tu vois, c'est compliqué. Maintenant, la difficulté, c'est le temps, parce que je dois gérer le temps, je travaille beaucoup. Mais c'est beaucoup plus facile en termes de projet, parce que maintenant, je peux par exemple dire, voilà, j'ai envie de faire tel projet en septembre, je sais que je peux le faire. Parce que je sais que par mois, je peux mettre autant dans ce projet, et au final, ça va se faire. Avant, les projets, c'était 100% de la foi, tu vois. Je savais pas si j'allais le faire ou pas, tu vois. Donc, ça, c'est la marche par la foi. Exactement, à 100% par la foi et même par la folie, tu vois. Parce que, franchement, on s'est lancé dans des trucs parfois
où je me dis, franchement, c'est pas des choses à faire, tu vois, c'est vraiment pas des choses à faire. Mais moi, pour moi, c'était un des grands obstacles pour le gospel en Belgique, c'est les finances. Tu dois tout financer toi-même, tu dois trouver un moyen de financer toi-même. Et puis, une fois que tu as fait le projet, même si c'est un projet qui est de qualité, tu vas pas forcément avoir un retour là-dessus, tu vois. Donc, pour moi, c'est un souci. Donc, un liqueur en Belgique, c'est pas pour demain, c'est ça? On sait pas, hein, peut-être. Peut-être c'est toi. Je sais pas, peut-être. Mais peut-être que quelqu'un va trouver la formule pour, tu vois. Moi, j'y crois. Si je continue, c'est parce que je crois qu'un jour, on sera une industrie viable. Donc, il faut persévérer. Donc, y arriver, on va y arriver. Mais quand, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. Ok, donc en fait, une chose que je voulais vraiment discuter avec toi, on a parlé de ton parcours, de ce que tu fais comme travail et aussi ta musique. Et il y a une nouvelle génération de jeunes gens qui arrivent dans l'industrie de la musique, mais qui n'arrivent pas à trouver peut-être leur marque, pas seulement parce que voilà, ils n'ont pas de modèle, de grands frères. Est-ce que il y a peut-être ton projet Shining ou autre, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, ok, bon, je commence à avoir de l'expérience, il y a peut-être des petits frères, des petites sœurs que j'ai envie d'aider, et comment, ou bien si même si tu ne dois pas le faire toi-même, comment tu verrais les choses pour pouvoir quand même développer cette industrie-là pour que demain on puisse vraiment avoir une industrie qui puisse faire vivre des artistes créatifs. Ouais. Mais écoute, on avait eu cette discussion-là avec MJ, hein. Peut-être que tu vois, hein, le légendaire MJ. Oui. En fait, si tu veux, si je fais un bref historique, il y a eu une première vague d'artistes chrétiens en Belgique, dans le milieu urbain, vers la fin des années 90. Années 90, début 2000, la Nouvelle Alliance, donc c'était un collectif de rappeurs. Il y a eu aussi Jackwell. Et puis, il y a eu plus rien, tu vois. Et puis, en 2005-2006, il y a eu un artiste qui s'appelait Romano, qui est décédé actuellement, qui a aussi fait un album chrétien, de rap chrétien, One Love. L'album a explosé, tout le monde connaissait, et puis plus rien, tu vois. Et puis, moi, je suis arrivé avec Microtest en 2009. MJ a sorti un album juste en 2010. Et puis, de nouveau, le mouvement est reparti. Et donc, avec MJ, on s'est dit, écoute, on peut plus laisser des temps comme ça où il n'y a rien, des moments de pause, en fait. C'est en fait à ceux qui sont là et qui sont en place à prendre des autres sur leurs ailes, en fait, et les coacher, donner des conseils et les aider à se développer. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et donc, je sais que lui, il a un certain groupe d'artistes qui coachent, qui l'encouragent, etc. Moi aussi, il y a certains artistes que j'ai pris, en fait, personnellement en charge, où je leur donne des conseils, je leur donne des possibilités, je les mets en contact avec des gens dans le domaine, en fait, pour que leur projet puisse se développer. Et donc, ça, on le fait de manière informelle. Je pense qu'il faut que les artistes le fassent, mais l'idéal, c'est que ce soit fait au sein d'une structure. Et normalement, c'est à ça que sert un label, en fait. Un label, c'est vraiment cet endroit où un artiste qui vient avec une idée, un projet, puisse se dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Il y a des autres qui vont lui dire, écoute, non, fais pas comme ça, parce que nous, on a fait ça, ça n'a pas marché. On te conseille plutôt de faire ça, et on connaît tels qui peuvent t'aider à faire ceci, à faire cela, tu vois. Donc, c'est en fait créer des connexions, créer des réseaux, des connexions. Alors, moi, c'était un des objectifs que j'avais avec une des structures que j'ai créées, qui s'appelle Cocktail 15. C'était avoir un côté événementiel, un côté aussi développement artistique. Je pense qu'une des erreurs que j'ai faites dans la conception de ce projet, c'était d'avoir vu trop grand dès le départ, donc de vouloir tout faire en même temps, tu vois, et d'être une structure qui fait tout, donc qui prend un artiste de A à Z et qui le développe de A à Z. Ce que je comprends mieux maintenant, en fait, c'est que on doit en fait se répartir les rôles et se dire que une industrie, ça comporte un côté événementiel. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient vraiment calés dans l'événementiel. Ça comporte un côté médiatique. Donc il faut des gens qui soient vraiment calés dans ce domaine-là. Ça comporte un côté enregistrement, studio. Donc il faut qu'il y en ait qui travaillent vraiment là-dedans. Ça comporte un côté marketing, un côté média, réseaux sociaux, voilà, etc. Il faut qu'en fait on soit plusieurs structures comme ça, où chacun a son expertise ou ses expertises, et qu'en fait, à un moment, on collabore, on travaille ensemble. Et en fait, si moi, je développe un artiste et que je connais quelqu'un qui a un gros événement pour faire découvrir cet artiste, je collabore avec lui, je dis, écoute, j'ai un artiste, j'aimerais bien, si possible, que tu l'installes dans ton festival que tu vas faire. Il me connaît, on se connaît, on sait que c'est un artiste fiable, et donc on accepte, tu vois, et ainsi de suite, tu vois, dans les médias, etc. Donc, je pense qu'il faut en fait voir le projet de manière globale,
se dire en fait où sont les besoins et comment y arriver, tu vois. Et en fait, quand tu fais un peu ce travail-là de cartographie, tu te rends compte, par exemple, qu'en Belgique, un des besoins qu'on n'a pas, c'est le besoin de talent. Parce qu'il y a énormément de talent. Il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs, de chanteuses, de rappeurs qui ont du talent. Donc, notre problème, notre industrie, notre milieu ne se développe pas par une carence de talent. Il se développe pas, je pense, par une carence de vision et de structure, en fait. Donc, une fois qu'on aura ça, je pense que ça va exploser. Wow. J'espère en tout cas, et je pense qu'on est plusieurs à prier, à travailler pour que cette industrie puisse vraiment exister. Et je pense que c'est aussi c'est l'œuvre de Dieu qu'on veut faire. C'est pas pour que les gens soient connus et puissent avoir des vues sur YouTube, c'est vraiment pour qu'il y ait une nouvelle génération qui puisse être influencée par cette musique-là. Aux États-Unis, par exemple, il y a des gens qui sont installés dans le gospel et qui sont premiers des ventes dans le monde de manière générale. Pourquoi pas en Belgique, en fait. Je pense que c'est possible. Et on va aller vers la fin, Mike, et on voulait juste te demander une question simple. En fait, de ton expérience d'artiste, ça fait quand même plusieurs années, on a entendu que tu es là, mais aussi ton expérience de médecin et de grand frère. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes-là qui ont du talent, comme tu as dit, et qui veulent s'installer? Comment tu pourrais les encourager et qu'est-ce que tu leur dirais comme grand frère? Moi, ce que je leur dirais, c'est que le talent que tu as te vient de Dieu. Et donc, Dieu a mis en toi ce talent, il sait comment l'utiliser. Moi, quand je vois tout ce que j'ai pu faire, jamais j'aurais pu planifier à l'avance tout ce qui se serait passé. On a parlé de l'avant-première de Lecrae. Pour moi, même pas en rêve, en fait. Tu vois, c'était pas un truc qui était possible pour moi. Mais en fait, Dieu a toujours mis sur mon chemin des gens pour m'aider, en fait, pour m'épauler, pour m'aiguiller et pour finalement réussir à accomplir ma mission. Donc en fait, si tu as ce talent-là, la première chose à faire, je pense, c'est vraiment de le confier entre les mains de Dieu et de dire à Dieu, voilà, tu as mis en moi ce talent, maintenant aide-moi à pouvoir l'exploiter. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est essayer de s'entourer correctement. Donc ne pas avancer seul, mais trouver plutôt des personnes, des gens qui vont pouvoir te donner des conseils, qui vont pouvoir t'entourer, des personnes comme MJ, comme moi, enfin des personnes qui sont déjà un peu plus loin. Moi, je reçois souvent des mails par Messenger ou même par WhatsApp d'artistes qui m'envoient leurs morceaux et je réponds toujours. Je donne toujours un avis sur, écoute, il faut que tu changes ça c'est bien, continue là-dedans. Donc, il faut avoir toujours le retour de quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, on va dire. Et puis pour le reste, il faut persévérer. Il faut vraiment, vraiment persévérer. C'est un travail de longue haleine, mais il faut persévérer. Donc voilà. Wow, donc persévérer, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Mike. Et, merci à vous. Merci d'avoir dit tous tes conseils. Je pense que ça va aider beaucoup de monde et ça a été un plaisir aussi de pouvoir t'entendre aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. À très bientôt. À plus.